Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Le Conseil de gouvernement adopte une nouvelle loi pour lutter contre le blanchiment des capitaux. La loi 12-18 permettra de rechercher et saisir les fonds illicites et d'adapter les textes en vigueur aux normes internationales. Le Parlement européen décrète l'urgence climatique. À Strasbourg, les députés européens adoptent une résolution affirmant leur engagement pour la cause environnementale à quelques jours de la conférence mondiale pour le climat, la COP25, prévue à Madrid. La campagne mondiale contre les violences faites aux femmes se poursuit. Au Maroc, des associations décident cette année de mettre en lumière le phénomène de la cyberviolence qui a déjà touché près de 15% des femmes marocaines. Et comme tous les jeudis, nous retrouvons la chronique culturelle de Samia Harissi en direct ce soir de Marrakech qui s'apprête à accueillir la 18e édition du Festival international du film. Madame, Monsieur, bonsoir. Une nouvelle loi est adoptée pour lutter contre le blanchiment des capitaux. La loi 12-18 permettra de rechercher et saisir les fonds illicites. Le texte a été adopté aujourd'hui à Rabat lors du Conseil de gouvernement. Le projet de loi adapte ainsi les textes en vigueur aux normes internationales. Reportage Nadia Ouhta et Mustafa Sadouni, le récit est de Amina Ben Khalq. Le nouveau texte complète et modifie les lois contre le blanchiment des capitaux. Il permettra une éventuelle confiscation des fonds illicites. C'est surtout le moyen d'adapter l'arsenal législatif national aux normes en vigueur à l'échelle internationale. Pour lutter de manière efficace contre toutes les formes de fraude, il faut également combattre le blanchiment des capitaux et les infractions qui en découlent. C'est dans cet esprit que ce projet de loi a été adopté. Le chef du gouvernement a également déclaré que cette lutte était également une manière de renforcer la sécurité des États. Le Conseil de gouvernement a également permis d'examiner le projet de décret qui fixe les conditions d'octroi de l'équivalence des certificats de l'enseignement supérieur. Chaque année, plus de 4000 demandes en ce sens sont formulées par les étudiants marocains. Cette opération connaît des retards car le décret actuel est caduc et les procédures en vigueur sont complexes. Le chef du gouvernement a donc insisté sur la nécessité de simplifier les procédures pour les étudiants concernés, expliquant que ce projet de décret permettra de faciliter la tâche de l'administration concernée et de gagner ainsi du temps dans l'opération d'équivalence. Cette réunion a également été l'occasion pour le chef du gouvernement de rappeler le chemin parcouru par le Maroc dans la lutte contre la corruption. Saadetdine Etmani a souligné le rôle que joue la stratégie nationale ou encore l'instance de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption dans ce combat. Et les départements ministériels concernés poursuivent leur mobilisation face à la vague de froid. C'est le cas notamment dans la région de Tinrir. Une caravane médicale est organisée dans la commune de Aït-Hani dans le cadre de l'opération Riaya lancée par le ministère de la Santé. Ce programme permet d'assurer la couverture sanitaire aux habitants des zones touchées par la vague de froid. Parmi les bénéficiaires de la caravane figurent de nombreuses femmes enceintes venant de zones reculées. Reportage Abd Samad Ta'am, le récit est de Rita Saha. Cette femme, enceinte de 8 mois, vient de passer l'une des rares visites médicales depuis le début de sa grossesse. Un phénomène récurrent chez de nombreuses femmes de la commune d'Aït-Hani. Nous avons ausculté 12 personnes. 3 d'entre elles nécessitent une prise en charge d'urgence. Nous avons essayé de sensibiliser ces femmes quant au suivi de leur grossesse et leur avons indiqué le centre de santé le plus proche. Dans la province de Tinrir, au moins 240 femmes ont été recensées par le comité provincial de veille. Dans le cadre de l'opération Riaya, ces différentes caravanes médicales vont à leur rencontre et celles des habitants pour assurer notamment leur prise en charge ou leur évacuation. Plusieurs centres de santé de la région ont été dotés d'ambulances grâce à la participation de l'INDH et du ministère de la Santé. L'année dernière, dans le cadre de l'opération Riaya, plus de 200 caravanes médicales spécialisées ont été organisées dans le royaume. Les habitants des zones enclavées du pays ont d'ailleurs pu bénéficier de plus de 600 000 prestations sanitaires préventives et curatives.
La vague de froid s'abat également sur la région de Bni Mellal. Un dispositif d'alerte est mis en place pour venir en aide aux populations des zones enclavées. Le comité de veille a présenté les mesures préventives adoptées pour faire face aux effets de la baisse des températures. Les déneigeuses sont déployées et des équipes médicales mobilisées. Reportage Lahsen Houban et Adil Bouskri. Le récit est de Amina Ben Khalq. Dans les villages reculés de Khnifra Bni Mellal, le mercure atteint les 3 degrés. Une température amenée à baisser dans les mois à venir. Voilà pourquoi ce comité de vigilance a déjà mis en place les mesures nécessaires pour aider les habitants de 75 villages de 9 communes rurales à affronter la vague de froid. Ce comité prend toutes les mesures à même d'alléger les conséquences de la vague de froid sur le quotidien des habitants des zones montagneuses. Certaines catégories sont considérées comme prioritaires, comme les enfants, les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques. Plusieurs types d'engins sont déployés dans ces villages en prévision des chutes de neige et des pluies. Chasse-neige, niveleuses et tractopelles sont déjà sur place. Nous avons également mobilisé une trentaine de chauffeurs, de techniciens et d'ouvriers. Ces mesures visent également les écoles et internats de la province, des établissements où d'importantes quantités de bois de chauffage ont été distribuées pour permettre aux plus jeunes de passer une année scolaire dans des conditions normales. Des accords ont été conclus pour fournir aux écoles communales un total de 1430 tonnes de bois de chauffage. Nous avons également prévu un système de chauffage dans les internats. Nous avons recensé toutes les femmes enceintes des villages ciblés par ces mesures pour garantir des interventions rapides, même dans les zones les plus reculées. 48 zones d'atterrissage pour hélicoptères ont été mises en place, et ce en coordination avec les éléments de la gendarmerie royale. Une mesure cruciale pour les 332 femmes enceintes qui doivent accoucher pendant la période hivernale dans ces communes. Elle s'ajoute à un important dispositif médical prévu d'ici mars et composé actuellement de 13 unités mobiles. Et face aux dérèglements météorologiques mondiaux, le Parlement européen décrète l'urgence climatique. À Strasbourg, les députés européens ont adopté à une large majorité une résolution affirmant leur engagement pour la cause environnementale. Le vote est certes symbolique, mais il s'agit de faire pression sur les gouvernements européens à quelques jours de la conférence mondiale pour le climat, la COP25, prévue à Madrid. Mamadou Diaye. Accentuer la pression auprès des États pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, c'est toute la portée de cette résolution adoptée par le Parlement européen. Ce vote qui décrète l'urgence climatique a requis une large majorité et pour certains eurodéputés, il faut aller au-delà. En effet, ce sera historique si nous appelons aujourd'hui à l'urgence climatique en tant que Parlement européen. Mais ensuite, nous devons faire un suivi. Et c'est là le point crucial. Nous pouvons déclarer des urgences climatiques, mais les gens dans la rue ne nous demandent pas des déclarations, ils nous demandent des actions. Dans son rapport publié il y a 2 jours, l'ONU prédit un réchauffement climatique qui dépassera les 3% d'ici à 2100, une situation inévitable si les États n'évoluent pas sur leurs engagements actuels en faveur du climat. La science est claire, le monde est confronté à une urgence climatique. Il s'agit d'une crise existentielle. Et c'est le plus grand défi auquel doivent faire face les générations présentes et futures. Pour atteindre l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, une réduction de plus de 7% des émissions de gaz à effet de serre s'impose chaque année, au moins entre 2020 et 2030. Le Parlement européen a également condamné les violations massives des droits de l'homme en Algérie. Lors d'un débat en séance plénière, les eurodéputés ont voté à une écrasante majorité une résolution d'urgence sur la situation en Algérie. Les parlementaires dénoncent notamment la violence à l'encontre des militants et des manifestants, les cas de torture avérés et l'arrestation des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et des blogueurs. L'Algérie, où des affrontements ont opposé la police à des manifestants qui protestaient contre un meeting électoral de l'ex-premier ministre Ali Benflis. Un meeting organisé dans la ville de Bouera, dans le nord-est du pays. Ali Benflis est l'un des 5 candidats à l'élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain. Un scrutin rejeté par le mouvement de contestation que connaît l'Algérie depuis 40 semaines.
Direction Madrid, où le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourreta, a rencontré le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Ils ont affirmé à cette occasion que le Maroc et l'Espagne dressent un bilan positif de leur coopération dans tous les domaines, notamment en matière économique et de lutte contre l'immigration. Lors de cet entretien, ils ont également abordé les relations entre le Maroc et l'Union européenne et exprimé leur satisfaction concernant l'entrée en vigueur récente des accords agricoles et de pêche entre les deux parties, ratifiés en août dernier. Retour au Maroc, où un rapport des Nations Unies sur le sida a été présenté aujourd'hui. Lors d'une rencontre organisée à Rabat, les participants ont rappelé que le Maroc est un leader régional en matière de lutte contre le sida, grâce notamment aux différents programmes de prévention. Le nombre de personnes vivant avec le VIH au Maroc est estimé à 21 000. Reportage Merima Mellal et Fadel Sadouni, le récit est de Rizlan Taibi. Près de 38 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH. Plus d'1,5 million ont été infectées cette année par le virus. Les chiffres révélés par l'ONU-SIDA font froid dans le dos. L'organisation internationale déplore en particulier l'augmentation de la prévalence de la pathologie de 10% l'année dernière dans la région MENA. La société civile a un rôle prépondérant à jouer pour endiguer l'expansion de ce syndrome. Le rapport de l'ONU-SIDA l'a bien souligné. La prévention, le dépistage précoce et l'aide psychologique restent déterminants. Au Maroc, la situation est beaucoup moins pessimiste. Les nouvelles infections ont diminué de 25% depuis 2010. Et parmi les 21 000 Marocains portant le virus, 84% sont mis sous traitement et suivis. 77% des Marocains atteints par le virus le savent. Nous souhaitons tous les soumettre à la trithérapie. Actuellement, 84% bénéficient de cette prise en charge gratuite assurée par l'État. L'ONU-SIDA a mis en place un objectif ambitieux à l'horizon 2020 pour que 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique et 90% de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées reçoivent un traitement antirétroviral durable. La société civile poursuit son action contre toutes les formes de violence faites aux femmes dans le cadre d'une campagne mondiale lancée par les Nations Unies. Au Maroc, des associations ont décidé cette année de mettre en lumière le phénomène de la cyberviolence. Près de 15% des femmes marocaines ont déjà été victimes de violences sur Internet. Reportage Jada Berdan, Amin Haddou et Mustafa Sadouni. Le récit est de Mehdi Foudi. D'un pas déterminé, Mehdi Leymina s'apprête à lancer une nouvelle campagne. Accompagné d'autres membres de l'association Tahaddi, ce Casablancais engagé dans la lutte contre la cyberviolence espère sensibiliser ses concitoyens et enfin éradiquer un fléau en pleine expansion. Notre association a choisi de travailler sur la cyberviolence parce que de nombreuses femmes victimes de ce genre de violence viennent nous demander de l'aide au quotidien. Une invitation à dénoncer et agir, la campagne s'étalera sur 16 jours. Elle vise à sensibiliser sur les violences à l'égard des femmes, des violences qui s'importent massivement sur Internet, qu'elles soient électroniques ou sous une autre forme, leurs impacts psychologiques sont réels. La violence a pris une nouvelle dimension. Elle n'est plus seulement directe, mais on la retrouve sur nos smartphones à travers des photos et des vidéos. C'est un phénomène grave qui s'est multiplié dans notre société ces dernières années et qui a de nombreuses conséquences néfastes, notamment sur nous les femmes. L'Internet garantit pour son utilisateur une certaine discrétion et une liberté d'expression. Cependant, certaines personnes exploitent ces avantages pour abuser des autres. Selon un sondage réalisé par l'association Tahaddi, une femme sur 4 a déjà subi ce genre de violence, tandis qu'une seule victime sur 10 a porté plainte. Des statistiques qui témoignent du danger d'un fléau assez discret, mais bel et bien présent dans notre société. Al Bouraq célèbre son premier anniversaire. 1 an après sa mise en service, la dynamique socio-économique créée par la ligne à grande vitesse était le thème d'une rencontre organisée à Rabat. Le colloque de la grande vitesse ferroviaire au Maroc en est à sa 2e édition. Et pour les participants, Al Bouraq représente le début d'une nouvelle ère pour le transport ferroviaire au Maroc. Rizlan Taibi. 2,5 millions de voyageurs ont fait confiance au Bouraq de janvier à octobre dernier. À l'origine de ce franc succès, les nombreux atouts de ce projet novateur, premier du genre à introduire la grande vitesse en Afrique. Des temps de parcours imbattables,
28 allers-retours par jour, une ponctualité de près de 97%, une tarification modulable et accessible et un confort infaillible. Grâce à ces performances, le taux de satisfaction client a atteint 92%. Les participants au colloque sur la grande vitesse organisé hier à Rabat se sont félicités de ces chiffres exceptionnels. La deuxième édition de cette réunion organisée par l'ONCF a été l'occasion de rappeler que grâce à un programme d'investissement de près de 50 milliards de dirhams qui a engendré des effets d'entraînement en termes notamment de création d'emplois, c'est toute une nouvelle ère des chemins de fer qui s'est ouverte. En effet, Al Bouraq, qui dessert un important bassin socio-économique représentant 44% de la population marocaine, constitue un levier de développement industriel, mais aussi une opportunité pour opérer une mutation du secteur ferroviaire, selon les intervenants. Autre point important, dans l'atteinte de ce degré de performance, l'accompagnement actif de l'État qui s'est concrétisé à travers des contrats-programmes portant essentiellement sur la restructuration de l'ONCF, sa mise à niveau et le renforcement de ses capacités. Focus à présent sur un événement très attendu, le Black Friday est prévu demain dans plusieurs enseignes commerciales à travers le pays. Né en Amérique du Nord, il consiste à présenter une fois par an des promotions exceptionnelles. Le phénomène s'est très vite exporté aux quatre coins du globe. Au Maroc et à la veille du Black Friday, certains magasins ont déjà commencé à présenter à leurs clients des réductions allant jusqu'à moins 70%. C'est un reportage de Salah Faiq, Erdogan Bouarouk. Faire du shopping à la veille du Black Friday, pour Karima, pas question d'attendre le jour J pour saisir les bonnes promotions offertes à l'occasion, histoire de renouveler sa garde-robe et celle de sa petite famille. C'est une occasion qui ne se présente pas chaque jour. Aujourd'hui, j'étais surprise de voir des articles vraiment soldés jusqu'à 80%. Et je profite de cette occasion pour faire des achats pour moi, pour les enfants, des amis et pour toute la famille. Pour sa part, Soufiane est plutôt intéressée par les produits high-tech et les soldes du vendredi noir tombent au bon moment. Il souhaite acheter une tablette et il est à la recherche d'un produit qui offre un rapport qualité-prix. Je suis venu voir les promotions disponibles. Il y a des réductions très importantes. Le Black Friday semble débuter plus tôt que prévu. Depuis quelques jours, les commerçants suggèrent des promotions. Des produits appréciés par les consommateurs tout au long de l'année sont proposés à des prix cassés. Nous avons des promotions qui peuvent aller jusqu'à moins 70%. C'est une occasion annuelle pour fidéliser nos clients, mais également pour augmenter les ventes. C'est une occasion, le Maghraba, les qu'on fait des promotions les spéciales, les qu'on fait les sacs, les chaussures, les bottines, les qu'on fait à la toile. Dans les magasins ou les sites marchands, les promotions sont limitées dans le temps et dans la disponibilité des stocks. En revanche, les consommateurs doivent se méfier pour éviter les mauvaises affaires. Toute remise excessive devra inciter à la plus grande prudence. Comme tous les jeudis, place à la chronique culturelle avec Samia Harissi. Samia, que nous retrouvons à Marrakech, qui s'apprête à accueillir le Festival international du film. Bonsoir Samia, nous sommes à J-1 de l'ouverture du festival. Vous nous présentez ce soir les temps forts de cette 18e édition. Alors c'est une édition, Mehdi, qui à mon humble avis devrait vraiment réjouir les cinéphiles avec un jury présidé, comme vous le savez, par l'actrice écossaise Tilda Swinton, que le monde a découvert en 1985 dans Caravaggio, qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle dans Michael Clayton de Terry Gilroy en 2007. Un jury où on retrouve également, entre autres, Atik Rahimi, qui est un réalisateur, un auteur afghan, à qui l'on doit Singé Sabour. On retrouve également Chiara Mastroianni, qu'on ne présente plus. On retrouve également le Marocain, réalisateur de documentaires Ali Safi, auteur entre autres du blues des Shirhets. Donc c'est un jury à l'accent universel qui va communiquer dans la langue magique du cinéma. Côté hommage,
On a fait fort cette année avec Robert Redford, Mona Ftouh, Bertrand Tavernier, la productrice et actrice indienne Priyanka, je vais y arriver, Priyanka Chopra Jonas. Une compétition qui fait rêver, qui fait voyager. Des conversation with, vous savez, ces conversations passionnantes avec des réalisateurs et des acteurs prestigieux. Bref, une 18e édition qui promet vraiment de très belles surprises. Et nous, comme tous les ans, on a suivi pas à pas les derniers préparatifs de cette 18e édition du Festival international du film de Marrakech. Un reportage de Lahsen Houben, le récit est de Oussama Bakrali. On regarde. Ultime ajustement et préparatif du tapis rouge à l'entrée du palais des congrès de la ville ocre. Demain, cette allée sera foulée par acteurs, réalisateurs et professionnels du 7e art du monde entier. Ils seront tous participants à la 18e édition du Festival international du film de Marrakech. Des touristes affluent du monde entier spécialement pour ce festival et découvrir les nouvelles productions cinématographiques. Je viens de Cannes et je suis super contente de voir qu'à Marrakech, il y a aussi le Festival international du film, puisque nous aussi à Cannes, on a le Festival de Cannes. Avec sa riche programmation, ses invités de marque provenant des 5 continents et l'Australie comme pays à l'honneur, le festival souhaite refléter au mieux la diversité du cinéma international. Outre les films chinois, serbes ou brésiliens, les cinéphiles pourront voir le blockbuster australien des années 80 Mad Max ou encore le dernier Martin Scorsese. L'édition 2019 a cette particularité qu'elle propose 99 films. Elle est axée sur une compétition de 14 films, dont 12 premières œuvres. Nous présentons une douzaine de films marocains, dont un en compétition et en gala. Une édition riche au niveau de la projection, mais également au niveau du partage. En plus des ateliers cinématographiques professionnels, le festival continue d'ouvrir ses portes au grand et au jeune public avec une série de projections place Jamal Fna de films populaires et d'animation. Et pour nous en parler plus en détail, on reçoit ce soir Ali Hji, coordinateur général du Festival international du film de Marrakech. Ali Hji, bonsoir. Bonsoir Samia. Alors cette édition, elle promet de vraiment faire vraiment plaisir aux vrais cinéphiles. Il y a 99 films en tout, dont 14 en lice. Une question qu'on se pose, quels sont les critères de sélection de ces films? Alors c'est un festival qui prône une très grande diversité de cinéma. Là effectivement on a 99 films de 34 nationalités différentes. Donc c'est vraiment un festival de tous les cinémas du monde, avec quand même un accent particulier sur les films en provenance d'Afrique et du Moyen-Orient. Au niveau de la compétition qui est la section phare du festival, nous avons 14 films en lice effectivement pour l'Étoile d'Or cette année. Ce sont tous des premiers et deuxièmes longs métrages. Donc le focus de la compétition se fait sur des réalisateurs débutants, donc des réalisateurs qui font leurs premiers pas. Et là, cette année, nous avons 12 premiers longs métrages et 2 longs métrages qui sont des deuxièmes, en fait, œuvres de leurs réalisateurs. Voilà, donc, mais au niveau du festival, de manière générale, parce qu'on a beaucoup de sections, toutes sections confondues, ça va du cinéma le plus pointu jusqu'au cinéma le plus populaire. Donc on a une section qui s'appelle le 11e continent et on montre aussi des films sur la place Jamal Fna. Et là, on représente vraiment toute la diversité du cinéma à travers cette sélection. Et puis, un événement qui est très attendu, c'est les Conversation With, qui ont attiré l'année dernière quelque chose comme 500 personnes à chaque fois, à chaque conversation. Absolument. Donc, c'est un programme qu'on a décidé d'intensifier cette année. Il y a 11 conversations au total. Il y a beaucoup de talents qui viennent de différents pays à la rencontre des spectateurs ici à Marrakech. Je voudrais juste préciser que ce sont des conversations accessibles gratuitement. Il suffit de s'accréditer au festival via le site internet ou au niveau du Théâtre Royal ici à Marrakech, de récupérer un badge ou un pass pour une journée pour pouvoir accéder à ces conversations libres avec de très grands talents du cinéma mondial. Vous avez cité Robert Redford qui reçoit un hommage et il fera une conversation également. Il y aura aussi l'acteur américain iconique Harvey Keitel, mais également des talents comme Hind Sabri, l'actrice tunisienne,
qui vient présenter un film ici cette année, qui va faire une conversation croisée avec Marion Cotillard, je crois aussi. Il y a Marion Cotillard, il y a Priyanka Chopra que vous avez cité également, il y a Roche Dizem, il y a tout un tas de talents en fait, le grand réalisateur palestinien Elia Suleiman. Voilà, donc j'incite les téléspectateurs à faire le déplacement à Marrakech pour venir voir tous ces talents qui viennent à la rencontre du public, converser librement avec le public du festival. Un petit mot sur les ateliers d'Atlas qui sont en fait des ateliers qui accompagnent cette nouvelle génération de cinéastes. Le festival a souhaité lancer l'année dernière sa plateforme industrie, donc ça s'appelle les ateliers d'Atlas. C'est un rendez-vous dédié à l'industrie, donc c'est pour accompagner justement des talents, des nouveaux talents de la région, donc d'Afrique et du Moyen-Orient, qui font des premiers, deuxième et troisième longs métrages. Donc il y a un prix à la post-production, il y a un prix au développement et il y a cette année, je crois, 28 projets qui sont sélectionnés au total entre les différents programmes qui sont proposés au niveau des ateliers de l'Atlas. Et le gagnant du prix des ateliers d'Atlas post-production l'année dernière, c'est un film algérien qui s'appelle 143 rues du désert de Hassan Farhani, et a par la suite été sélectionné dans un festival à Locarno, qui est l'un des plus grands festivals de cinéma au monde, où il a été doublement primé. Voilà, donc il y a aussi le film marocain de Mohamed Nadef, Les femmes du pavillon J, qui était en sélection aux ateliers de l'Atlas l'année dernière et qu'on va présenter dans le cadre du panorama du cinéma marocain cette année. Ali Hadji, merci pour toutes ces explications. Donc on vous souhaite un très beau festival. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon festival à tous. Au revoir. Et donc, votre agenda ce qui est très attendu aussi demain soir, c'est la cérémonie d'ouverture. Votre agenda culturel, Samia, est bien évidemment consacré cette semaine au Festival de Marrakech. Et oui, alors demain soir, un événement qui est très attendu, c'est la cérémonie d'ouverture avec le non moins attendu tapis rouge. Et avec la projection du film à couteau tiré réalisé par Ryan Johnson à la salle des ministres du Palais des Congrès. Le film tunisien hors compétition Le rêve de Nora de Hind Boujma est projeté le 30 novembre. Hommage sera rendu au grand réalisateur français Bertrand Tavernier le 1er décembre. The Irishman de Martin Scorsese, c'est le 2 décembre à la salle des ministres du Palais des Congrès. Le festival rend hommage à Mouna Aftou. Le 4 décembre, le film marocain en compétition Le miracle du Saint inconnu, c'est le 4 décembre également. Et enfin, grand événement du festival, l'hommage rendu au 7e art australien le 5 décembre, Madi. Merci Samia, vous étiez en direct de Marrakech qui s'apprête à accueillir la 18e édition du Festival international du film. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Une nouvelle loi est adoptée pour lutter contre le blanchiment des capitaux. La loi 12-18 permettra de rechercher et saisir les fonds illicites. Le texte a été adopté aujourd'hui à Rabat lors du Conseil de gouvernement. Le projet de loi adapte ainsi les textes en vigueur aux normes internationales. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Zara Etihel pour Al Masaiya. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.